Êtes-vous tanné de ne pas être en santé? Puis encore mieux, êtes-vous tanné de vous taper sa tête parce que vous savez exactement quoi faire pour être en santé puis vous ne le faites pas pareil? Mais si vous avez répondu oui à une de ces deux questions-là, vous êtes comme moi puis la majorité des êtres humains que je rencontre. Je m'appelle Sébastien Burel puis je suis médecin de famille. Et moi, je fais de la prévention depuis le début de ma pratique. C'est au cœur de ma pratique. Puis un beau matin, je me suis posé la question suivante. Comment ça se fait que j'ai même besoin de faire de la prévention? Comment ça se fait que la santé, c'est pas l'issue par défaut pour la majorité des êtres humains? Pourquoi qu'il faut se forcer pour être en santé? Il faut se forcer pour bien manger, il faut se forcer pour faire de l'exercice. Si on ne se force pas, autrement dit, c'est la maladie qui nous attend. Dans mon livre à moi, ça devrait être le contraire. Ça devrait être que la santé, c'est pas forçant, puis la maladie, il faut se forcer pour attraper ça. Il faut se forcer pour attraper un virus, il faut se forcer pour avoir un accident ou des choses comme ça. Si on regarde dans le monde vivant, les espèces animales et végétales, la plupart d'entre eux ont la santé comme issue par défaut. Fait qu'on est un petit peu différents, nous, les êtres humains, par rapport à eux. Qu'est-ce qui est différent? Qu'est-ce qui nous distingue de ces autres espèces-là? Bien, c'est notre pensée, c'est notre intelligence. Fait que est-ce que ça se pourrait que ce soit ça qui soit dans le chemin pour que la majorité des êtres humains expérimentent la santé comme issue par défaut? Voilà la question que je me suis posée. J'ai pas eu ben loin à regarder pour avoir des pistes de solutions. La première place où je suis allé, c'est regarder qu'est-ce que je vois dans mon cabinet. Pourquoi est-ce que les gens viennent me consulter? Ils viennent essentiellement pour deux raisons. Pour des problèmes causés par le stress ou qui sont amplifiés par le stress. Puis, la deuxième raison, c'est pour des problèmes de santé qui sont causés par des mauvaises habitudes que les gens n'arrivent pas à changer. Le diabète, le cholestérol, l'hypertension, la maladie pulmonaire causée par le tabac, etc. Donc, si on veut que la santé redevienne l'issue par défaut, il faut explorer où est-ce que notre cerveau est dans le chemin que ces deux choses-là soient là. Donc, j'ai commencé à checker ça, j'ai commencé à lire là-dessus, à essayer d'apprendre qu'est-ce qui se passait. Puis la première chose que je suis allé voir, c'est évidemment le stress. Le stress, d'où ça vient? Tout le monde, j'imagine, en tout cas que vous êtes comme moi, vous avez une petite voix dans votre tête. Une petite voix qui n'arrête pas de parler, juger, commenter, décrire ce que vous voyez qui se passe autour de vous. La petite voix qui est peut-être en train de se dire quelle petite voix, j'ai pas de petite voix moi. C'est de celle-là que je parle. On dit que ça peut être votre meilleur ami, mais votre pire ennemi aussi. Moi, si je regarde dans mon expérience, c'est bien plus souvent mon pire ennemi que mon meilleur ami. Ce qui se dit là, c'est pas toujours gentil, rarement constructif. Et c'est pas moi qui choisis la majorité des conversations qui se jasent là. Alors, si je m'attache à une tâche, par exemple, à créer cette capsule, bien là, ça va être moi qui va dire qu'est-ce qui va se jaser là. Mais si je suis en train d'attendre l'autobus, il va y avoir des conversations qui vont se générer spontanément dans mon cerveau, puis c'est pas moi qui aurai choisi le sujet de conversation, puis la plupart du temps, comme je disais, c'est pas tellement constructif. D'où ça vient cette petite voix-là? Bien, ce que je me suis rendu compte en lisant, c'est qu'on avait tout le monde un vieux cerveau, une vieille partie de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien ou l'amygdale. Ce cerveau reptilien-là a été construit à l'époque où on était par nos ancêtres les animaux, en fait, de qui on a évolué, pour chercher le trouble tout le temps, partout. Parce que si je suis une proie et que je vis dans la nature et que je cherche le trouble tout le temps, partout, j'ai pas mal plus de chances de spotter le lion ou le loup, puis de me sauver à temps ou de me cacher puis de survivre. Le problème, c'est que les êtres humains ont évolué de façon extraordinaire depuis 5-10 000 ans, de sorte qu'on est au sommet de la chaîne alimentaire, puis pour la majorité d'entre nous, en tout cas les Occidentaux, on a très peu de chances ou très peu de menaces à notre survie physique aujourd'hui. Et pourtant, le cerveau reptilien continue de fonctionner comme si c'était le cas. Alors, c'est comme si vous aviez un vieux logiciel, disons Windows 3.1 pour ceux qui se souviennent de ça, dans votre ordinateur récent. Alors, il ne faudrait pas vous surprendre à ce moment-là que ça roule carré et que ça vous envoie des messages d'erreur à journée longue. Est-ce que le logiciel n'est pas bon? Non, il est très bon, il fonctionne, il fait très bien sa job. Est-ce que l'ordinateur n'est pas bon? Non, lui aussi fonctionne très bien. C'est juste qu'il y a un manque de compatibilité entre les deux. L'un n'est plus adapté à l'autre. C'est la même chose pour notre cerveau reptilien, c'est qu'il n'est plus adapté à notre condition de vie actuelle. Et ce cerveau-là, il veut votre échec. Parce que quand notre survie est assurée, les êtres humains, on a des besoins plus grands qui apparaissent. Puis le besoin qu'on a, la plupart d'entre nous, c'est de grandir, de devenir meilleur, de croître. Et ce cerveau-là, il est dans le chemin de ça. Parce que lui, il veut vous garder dans votre zone de confort. Il veut vous garder petit, tranquille. Si je suis une proie et que je suis dans ma zone de confort, petit, tranquille, j'ai moins de chances d'être bouffé. Donc, ce n'est pas votre meilleur conseiller. Comment est-ce qu'on peut bypasser cette petite voie-là? Bien, il y a bien des façons que je pourrais vous expliquer pendant des heures, mais je vais vous en donner un petit moyen qui est très simple. Ce n'est pas moi qui ai inventé ça, mais ça s'appelle la règle des 5 secondes. La règle de 5 secondes, c'est très simple à comprendre, un petit peu plus difficile à appliquer.
c'est qu'à chaque fois que vous avez une pulsion de faire quelque chose de bon pour votre santé, vous avez 5 secondes pour le faire avant que votre petit cerveau vous convainque de rester tranquille, petit, dans votre zone de confort. 5, 4, 3, 2, 1, c'est pas long ça. Alors, il va essayer par plusieurs moyens. Moi, je peux vous donner un exemple, c'est que quand je veux aller faire du sport, par exemple, le matin, j'essaie de faire de l'exercice la plupart du temps, du ski ou de la course ou de la marche ou peu importe, de la musculation. Et à chaque matin, mon petit cerveau essaye. Il n'y a pas un matin que je me lève motivé. Il essaye toujours de me convaincre de rester couché. Alors, il va me dire, il fait trop froid, il fait trop chaud, il y a des mouches, il pleut, tu es allé hier, tu as eu une grosse journée hier, repose-toi donc ce matin. Donc, il va continuellement essayer de me convaincre. Si je me lève, je mets mes souliers puis je pars en dedans de 5 secondes, pas de problème, je vais y aller. Si je ne me lève pas puis j'y laisse le temps de me convaincre, c'est sûr que je reste couché. Puis devinez quoi? Depuis tout le temps que je fais de l'exercice, c'est jamais arrivé une seule fois qu'en revenant, je me sois dit « J'aurais vraiment dû l'écouter! » Jamais. Alors, quel mauvais conseiller. Regardez si c'est le cas dans votre expérience aussi. Si vous aviez un conseiller financier qui, à chaque fois qu'il vous donnait un conseil, vous faisiez exactement le contraire, puis finalement, vous étiez satisfait de ce que vous aviez fait, qu'est-ce que vous feriez avec ce conseiller-là? Vous le fouteriez à la porte, ça ne serait pas tellement long. Mais parce que le cerveau reptilien, c'est la petite voix qu'il y a dans ma tête, puis c'est mon timbre de voix qui est là, bien là, c'est comme si je me disais, il faut que j'y donne la considération, il faut que je prenne compte de ce qu'il dit. Mais la plupart des choses que ça dit, cette affaire-là, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon en tout cas pour vous faire grandir. Si je vous drop en plein milieu d'une zone de guerre, vous allez être très content qu'il vous parle, ce petit cerveau-là, pour vous sortir du trouble ou dans un cataclysme naturel. Mais dans le monde, dans la vie d'un occidental aujourd'hui, c'est très peu utile. Alors, la règle des 5 secondes, mettez ça en place, vous allez voir, votre vie pourrait changer pas mal. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est la motivation. Parce que si on veut attaquer les problèmes de santé qui sont causés par des mauvaises habitudes, il faut être capable de changer ces mauvaises habitudes. Puis d'abord, il faut comprendre pourquoi on n'est pas capable d'échanger ces mauvaises habitudes-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer? Je vais vous illustrer ça avec un exemple. Si j'ai une belle balle de tennis comme ça et que je demande dans une assistance de 20-30 personnes, si quelqu'un qui est présent, qui est vraiment pas bon pour attraper des balles, habituellement, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main et qui va venir en avant. Et je dis, parfait, on fait un jeu. Je te lance la balle 5 fois d'une bonne force et toi, tu dois l'attraper. Et j'y lance la balle 5 fois. La plupart du temps, la personne, comme elle a dit qu'elle n'était pas bonne, va l'attraper 2-3 fois puis va l'échapper 2-3 fois. J'ai dit, maintenant, on fait un deuxième jeu. Je te relance la balle de tennis, mais tu vois les lignes sur la balle, tu vas me dire de quel côté les lignes vont tourner à chaque fois. Et j'y relance la balle peut-être même un petit peu plus fort que la première fois. Bien, devinez quoi? Dans le deuxième jeu, c'est presque systématique. La personne va l'attraper 4 à 5 fois sur 5. Pourquoi? Parce qu'elle a eu de la pratique? Moi, je ne pense pas. Parce que dans le premier jeu, la personne qui elle était quand elle est arrivée en avant, elle avait une histoire à propos du fait qu'elle n'était pas capable d'attraper des balles. Donc, peut-être que c'était le petit gars ou la petite fille qui n'était jamais choisi en éducation physique. Peut-être que c'était le petit gars ou la petite fille qui avait échappé une balle dans un tournoi de balle molle important en 1984. Peu importe, il y avait une histoire à propos de ça. Alors que pour le deuxième exemple, le deuxième jeu avec les lignes qui tournent, la personne n'avait aucune histoire à propos de lignes qui tournent et donc elle a fait instinctivement quelque chose qu'elle se croyait incapable de faire. Donc les êtres humains, on vit les pieds dans le passé. En fait, la plupart du temps, on détermine ce qu'on est capable de faire à partir de ce qu'on a déjà été capable ou pas de faire. Est-ce que c'est bon de se baser sur le passé pour déterminer ce qu'on peut faire? Bien oui, ça peut être bon. Moi, il faudrait demander à mes patients, mais je pense que je suis un meilleur médecin aujourd'hui que je l'étais quand j'ai commencé parce que j'essaie des choses, ça a bien fonctionné. Il y en a d'autres que j'ai essayé puis ça a moins bien fonctionné. Puis j'essaie d'appliquer les choses qui fonctionnent puis de moins faire de ce qui ne fonctionne pas, évidemment. Mais si je me base strictement sur ce que j'ai réussi avant pour déterminer ce que je peux faire dans le futur, bien là, ça peut devenir un peu limitant. Notre corps, juste comme une analogie, notre corps se régénère constamment. Les briques, les atomes, les molécules qui me composent, là, dans 5 ans d'ici, la majorité des atomes et des molécules qui me composent aujourd'hui vont être complètement différents. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas régénérer l'idée qu'on a de nous-mêmes, de qui on est, de ce qu'on est capable de faire, de nos capacités, de nos qualités, de nos défauts aussi souvent? Ça pourrait être quelque chose de vraiment extraordinaire si on commençait à croire à ça. La deuxième chose qu'il faut faire si vous voulez changer, c'est que vous vous questionniez pourquoi vous voulez changer. La plupart du monde à qui je pose la question, mais pourquoi vous voulez changer, pourquoi vous voulez arrêter de fumer, pourquoi vous voulez perdre du poids,
ils vont me donner des raisons que je vous liste ici, qui sont habituellement des raisons peu motivantes. Ben, c'est pas bon pour la santé, mon médecin me l'a demandé, mon chum, ma blonde me l'a demandé, je veux être plus mince, je veux être plus beau, je veux vivre plus longtemps, je veux pas être malade, j'ai peur de mourir. Toutes ces raisons-là sont des raisons extrêmement valables pour vouloir changer. Par contre, ce n'est pas inspirant parce que toutes ces raisons-là sont basées sur la peur. La peur, c'est un excellent motivateur à court terme, mais c'est un très mauvais motivateur à long terme. Je peux vous donner des centaines d'exemples de personnes qui ont eu des accidents graves, des choses comme des AVC, des infarctus, qui ont eu un lobe du poumon qui a été enlevé à cause de la cigarette et qui ont changé leurs habitudes temporairement, puis petit à petit, en s'éloignant de l'événement, eh bien, les vieilles habitudes sont revenues. Donc, la peur, c'est bon à court terme, mais pas à long terme. Si vous voulez des changements à long terme, il faut que vous trouviez quelque chose qui vous inspire. Il faut que vous trouviez le sens derrière le changement s'il y en a un. Alors, comment on fait pour trouver ça? Bien, il faut d'abord que vous trouviez qu'est-ce qui fait du sens pour vous à la base. Alors, si vous voulez, faites pause sur la vidéo, puis prenez quelques instants pour lister quelles sont les choses qui vous font vous lever le matin. Quelles sont les choses qui vous inspirent, qui vous allument, qui vous passionnent. Listez ces choses-là. Puis une fois que vous aurez listé ces choses-là, regardez si les changements, s'il y en a, s'il y a des changements que vous voulez faire pour votre santé, comment vous pourriez lier les choses qui vous passionnent, qui vous allument, avec les changements que vous voulez faire. Si vous êtes capable de trouver un lien entre les deux, le changement va s'opérer de façon beaucoup plus naturelle et facile. Donc, par exemple, des exemples, qu'est-ce que ce serait d'ajouter de la vie dans mes jours plutôt que des jours à ma vie. Moi, je suis un gars très gourmand, mais je suis aussi très concret. J'ai la chance de côtoyer la mort assez fréquemment et je sais très bien que je ne serai pas là pour toujours et puis qu'il peut m'arriver n'importe quoi. Je pourrais faire tout ce qu'il faut puis mourir d'un cancer dans quelques mois ou me faire frapper par un véhicule puis que ce soit terminé. Alors, je ne prends pas soin de moi, je ne fais pas des choix de santé parce que je veux ajouter des jours à ma vie. Je fais des choix de santé parce que je veux ajouter de la vie dans mes jours. Je suis un gars extrêmement gourmand, je ne veux rien manquer. S'il y a une activité sociale, je veux être là. S'il y a un nouveau sport à essayer, je veux l'essayer. Je ne veux absolument rien manquer. Et l'autre chose, je veux servir. Moi, je veux prendre soin des autres par mon métier. Je veux prendre soin de ma famille, de mes amis. Quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et si j'ai constamment à me préoccuper de ma santé, bien, ça me fait moins de temps pour faire ce que j'aime, c'est-à-dire m'occuper des autres. Donc, voilà ce qui fait du sens pour moi, pour prendre soin de moi puis faire des changements de santé dans ma vie. Regardez ce qui ferait du sens pour vous. Trouvez une raison, trouvez quelque chose qui fait du sens puis liez ça au changement que vous voulez faire. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile. Beaucoup plus facile, pardon. L'autre chose qui est bien important, c'est arrêtez d'attendre d'être rendu où vous voulez aller pour être heureux. En fait, ce qui nous rend heureux, les êtres humains, c'est pas d'arriver à l'objectif, c'est le trajet pour s'y rendre. Demandez à n'importe quel athlète olympique, qu'est-ce que tu as préféré? T'as-tu aimé mieux recevoir la médaille sur le podium ou tu as préféré le chemin que tu as pris pour t'y rendre à la médaille? Systématiquement, la plupart des athlètes vont vous dire « j'ai préféré le chemin ». C'était d'avoir un objectif, mais d'être en action chaque jour, c'est ça qui les a motivés. Alors, mettez-vous en action, commencez à marcher, commencez à faire un changement dans votre vie. Vous allez voir, vous allez être allumé vous aussi. Donc, trouvez ce qui fait du sens pour vous. Posez-vous la question pourquoi vous voulez changer. C'est une des façons que vous pourrez retrouver la motivation puis l'inspiration. Si vous avez essayé de changer dans le passé, il est fort à parier que vous avez eu des échecs, puis peut-être des échecs répétitifs. Des fois, ça peut faire plusieurs années qu'on essaie de changer, puis qu'on ne réussit pas. Alors ça peut arriver. Et malheureusement, ça fait partie de la vie, même la mienne. Donc, la première chose à faire quand ça fait plusieurs années qu'on essaie de faire des changements, essayer de mieux manger, on essaie de faire de l'exercice, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, c'est de regarder puis d'être avec ce qui est là d'abord. Donc, d'être en paix avec le fait que vous n'avez pas réussi depuis, vous avez échoué depuis toutes ces années. Et ça, cette sensation-là, ça vient souvent avec des émotions que sont la honte, la culpabilité, la tristesse, le désespoir, la colère, la frustration. Toutes ces choses-là sont complètement normales. Quand on échoue, c'est normal d'avoir ces sentiments-là, et surtout quand on échoue à répétition. Donc, il faut commencer par être aimable envers soi-même, par être indulgent, par arrêter de se taper sur la tête. On n'a pas réussi, on est là pour l'instant, c'est parfait comme c'est, et là, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent s'ouvrir pour nous. Donc, je dis souvent à mes patients, si vous êtes pour manger le gâteau au chocolat qui est devant vous, ne vous tapez pas sur la tête que vous le faites si vous allez le faire de toute façon.
vous allez enlever une couche de nuisance de plus parce que quand on se tape sur la tête, on cause du stress. Puis le stress, c'est un facteur de risque très important pour la santé. On peut attraper plein de maladies avec ça. Donc, ne vous tapez pas sur la tête. De toute façon, ça ne sert à rien. Puis là, tapez-vous pas sur la tête de vous être tapé sur la tête toutes ces années-là. Encore une fois, ça fait juste rajouter une couche de nuisance de plus. Soyez aimable, soyez un bon ami envers vous-même. Une fois que vous réalisez ça, si vous réalisez, on peut regarder différentes choses. Mais il y a une des choses, moi, que je suis pas mal certain, c'est qu'on est une bébête intelligente. Même si 96, peut-être 80, plus que ça, au moins 90% des activités qu'on performe chaque jour avec notre pensée sont inconscientes. Hein? Il y a plein de choses qui se passent dans une conversation que le cerveau enregistre puis qui ne traite pas nécessairement. Le non-verbal, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de comportements qui se font de façon inconsciente. Moi, ce que je pense, c'est que chaque habitude, chaque comportement qui se maintient dans le temps, il y a une intention positive en arrière de ça, même si elle n'est pas consciente. Puis voici un petit exercice qui peut vous permettre de rendre conscient une intention positive d'un comportement comme ça. Alors, la plupart du temps, quand on a un comportement qu'on essaie de changer et qu'on n'est pas capable, il y a des coûts associés à ça. Par exemple, si je veux faire plus d'exercice puis que j'y arrive pas, ça fait des années que j'essaie de me mettre en action puis que je ne réussis pas, eh bien peut-être que je pourrais être insatisfait de moi-même, je pourrais perdre donc de la satisfaction, je pourrais avoir de la frustration, donc perdre la paix d'esprit, je pourrais être en colère, donc je pourrais être déçu, je pourrais même avoir perdu des relations et certainement que je pourrais avoir perdu mon estime de moi-même. Donc ça, c'est des coûts, puis on pourrait certainement en lister d'autres si on prenait chacun de vos exemples individuels. Par contre, le fait que depuis toutes ces années, j'essaie de me mettre en action puis je ne suis pas capable de faire d'exercice, je n'aurais pas continué dans cette même veine-là, probablement, en tout cas pas consciemment, s'il n'y avait pas des certains bénéfices, une intention positive en arrière du mauvais ou des mauvais comportements que je maintiens. Ils sont plus difficiles à voir, puis ça prend du courage, puis il faut être authentique pour pouvoir les voir. Mais un de ceux-ci, c'est certainement que ça nous garde dans notre zone de confort. Le fait de changer puis de réussir, bien, ça ne nous est pas arrivé souvent à date puisqu'on a échoué toutes ces fois-là. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça a l'air. L'échec, par contre, on connaît ça, ça fait des années qu'on le connaît, ça fait des années qu'on va là, ça fait des années qu'on fait le changement, finalement on récidive, on revient en arrière, etc. Puis là, on se tape sur la tête, on se sent coupable. Tout ça, on connaît ça par cœur. Alors ça, c'est confortable et, qu'on le veuille ou non, c'est sécurisant pour nous autres, même si ce n'est pas bon à long terme pour nous. Un autre bénéfice majeur, c'est qu'on a raison à propos du fait qu'on n'est pas capable de changer. J'ai raison, je ne suis pas capable de me mettre en action. Par exemple, moi, j'ai une conviction que je ne suis pas un sportif, que je suis paresseux. J'ai raison que je ne suis pas un sportif. La preuve, bien, gars, quand j'ai essayé de courir, je me suis blessé au genou. Quand j'ai essayé la musculation, il est arrivé ici, etc. Donc, j'ai raison et les autres ont tort. Mon médecin a tort de me le demander encore. Mon chum a tort, ma blonde a tort de me pousser dans le derrière pour que j'en fasse plus, etc., etc. Les magasins ils ont tort parce qu'ils mettent toutes sortes de malbouffe en avant-plan, puis elle est moins chère que la bouffe santé. Le gouvernement, il a tort parce qu'il ne légifère pas, puis le gâteau, il a tort parce qu'il a vraiment trop l'air bon. Donc, on a raison, les autres ont tort. Bénéfice majeur qui nous pousse à continuer dans le même chemin. Un autre bénéfice, c'est que ça nous donne une bonne raison pour ne pas faire ou faire plein de choses. En tout cas, une bonne raison pour ne pas être satisfait pour la plupart du temps. Alors, si je ne suis pas capable de faire le changement, par exemple, je ne suis pas en forme, bien, moi, je ne pourrais pas y aller à ta course pour la fondation parce que je ne suis pas en forme, ou moi, je ne pourrais pas aller dans le sud parce que les maillots, je ne suis pas à l'aise, puis tout ça. Donc, ça nous donne toujours une bonne raison, puis les êtres humains, on aime ça avoir une bonne raison pour ne pas faire des choses ou ne pas être certaines choses. Donc, quelque part, on se déresponsabilise un peu de notre insatisfaction. On a un problème qui prend le blâme finalement. Un autre bénéfice qui est un petit peu paradoxal, c'est de bien paraître. Parce que si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus que vous essayez de changer un comportement et que vous ne réussissez pas, puis ça vous a fait souffrir, ça vous a fait perdre toutes ces choses-là, tous les coûts qui sont là, puis peut-être davantage, c'est très coûteux comme comportement, et que du jour au lendemain, vous réussissez à changer. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pendant toutes ces années-là, j'ai perdu tout ça et j'ai souffert pour rien parce que j'étais capable de changer. Et ça, c'est très, très, très angoissant pour l'ego, pour nous-mêmes. On aime mieux des fois être cohérent avec ce qu'on pense qu'on est capable de faire que de changer puis de se dire, crime, j'ai souffert pendant tout ce temps-là pour rien. Alors, un autre bénéfice majeur. Donc, ça, c'est comme, moi j'aime bien l'image du piège à singe.
Si vous voulez attraper un singe, c'est pas compliqué. Vous allez chercher une belle jarre comme ça, vous mettez une banane dedans, une jarre avec un petit goulot. Le singe va arriver, il va mettre sa main dans la jarre, prendre la banane, puis essayer de la sortir. Pas capable de la sortir, donc il va s'asseoir à côté de la jarre, puis il va attendre sagement que la banane sorte par magie de sa jarre à banane. Et donc ça, c'est nous quand on veut avoir raison à propos qu'on n'est pas capable de faire un changement qu'on vous souhaite. Alors on est comme le singe. Mais dans la vie, on a tout le temps deux choix, être libre ou avoir raison. Alors pour être libre, il faut lâcher cette banane, puis peut-être faire l'effort de grimper aux 100 arbres qu'il y a autour de nous, qui est beaucoup plus difficile, forçant, mais dans lesquels il y a suspendus des milliers de bananes qui à long terme nous donneraient beaucoup plus de satisfaction. Alors ne soyez pas le singe qui tient la banane. Donc, si ces petits messages vous ont plu, moi j'ai quelques petites conclusions à faire. Alors, savoir ce qui est bon pour vous, ça ne nous aide pas tant que ça à changer. La plupart du temps, on sait très bien ce qu'il faut faire. Il faut mieux manger, puis il faut faire de l'exercice, puis l'information pleut sur ces sujets-là. Alors, ce n'est pas juste de savoir, ça prend de la motivation. Il faut reconnaître que notre besoin de réconfort, puis d'avoir raison, c'est notre principale source de l'échec, c'est notre petit cerveau, notre cerveau reptilien, notre coloc de 2 millions d'années qui nous amène vers l'échec. Mettez en application la règle des 5 secondes, ça pourrait faire une bonne différence pour vous. Le bonheur, il n'est pas dans la cible. Mettez-vous en action, puis vous allez commencer à être allumé, vous autres aussi, puis passionné, puis vous allez commencer à être inspiré. Alors, le premier pas, la première livre que vous allez perdre, le premier poids que vous allez soulever, vous allez commencer à être allumé. Le bonheur, il est dans le processus. Puis surtout, ne soyez pas le singe qui tient la banane. Alors, si vous avez apprécié, moi, je vous fais une invitation. J'anime depuis quelques années gratuitement des ateliers qui s'appellent Cultiver votre santé. C'est des ateliers de quelques heures. Il y a des capsules vidéo de présentation avant. Le tout est disponible sur Internet gratuitement. Il y a un nombre limite de participants par rencontre. On peut le faire en participant, ce que j'encourage fortement, ou des fois en étant un petit peu plus par soi-même, puis faire le travail par soi, il n'y a aucun problème. Si ça vous intéresse, vous allez rechercher le groupe Cultiver votre santé ou la page Facebook Cultiver votre santé Sébastien Burel, ou vous écrivez à l'adresse suivante cultivervotresanté@hotmail.com. Alors, si c'est le cas et que ça vous intéresse, bien, ça sera un plaisir pour moi de vous y rencontrer. Et sinon, je vous souhaite une vie remplie de santé. Bonne fin de journée.